Pour cette dernière table ronde de la journée, il y aura encore après une masterclass. Nous allons, pendant 3/4 d'heure, parler d'un thème important, sucré, santé, le bon équilibre. Les invités sont au complet. Donc, pour échanger sur ce sujet du sucre, qui est un sujet très important dans toutes les conversations familiales et professionnelles, trop de sucre, pas assez de sucre, tu vas grossir, c'est pas le bon sucre. Je reçois Alix Bornon, fondatrice des Belles Vies. Bonjour. Ah, des belles envies, des belles envies. Bertrand Ducré, directeur général du CEDUS. Qu'est-ce que le CEDUS, Bertrand? Alors, le CEDUS, c'est l'interprofession sucrière, un organisme qui a été créé il y a plus de 80 ans pour apporter de l'information à tous les publics sur le sucre et les produits sucrés. Très bien. À vos côtés, Florence de la Provoté, vous êtes nutritionniste. J'ai besoin de vous parler à titre personnel. Luc Baudin, cofondateur de la chocolaterie La Mutiderie, et vous êtes aussi consultant en pâtisserie saine et désucrée. C'est bien ça? Et enfin, Stéphane Néron, vous travaillez au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, les personnes qui sont là, je pense comme moi, néophytes, on a aussi des images toutes faites sur la notion de sucre. Il est peut-être important, avant de commencer, de redéfinir qu'est-ce que le sucre. Alors, Bertrand peut-être, qu'est-ce que le sucre? Alors, le sucre au singulier, déjà, effectivement, il n'y en a qu'un seul. Parlez bien près du micro. C'est le saccharose. Saccharose, qui est une molécule, c'est un disaccharide, à la fois une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et il y a deux plantes dans lesquelles on le trouve principalement, c'est la betterave à sucre et la canne à sucre. Ça veut dire que tout le sucre que nous on consomme en tant que consommateur, ça, il est extrait de ces fameuses betteraves et de canne à sucre. Oui, et la France est le premier producteur mondial de sucre de betterave, grâce à Napoléon. Le premier producteur mondial de sucre? Voilà. Ça, je viens de l'apprendre. Oui, tout à fait, puisque jusqu'au début du 19e siècle, on ne connaissait que la canne à sucre, qui nous vient de Nouvelle-Guinée et de Papouasie, et qui est arrivée en Europe et à Venise avec les croisades. C'est comme ça que le sucre de canne est arrivé en Europe et en France. On en avait à cette époque-là une faible consommation, et début du 19e siècle, blocus continental, donc il n'y a plus aucun bateau de sucre qui arrivait, et Napoléon s'en est inquiété, et il y a un ingénieur qui s'appelle Benjamin de Lesseps, tout près d'ici, rue de Passy, qui a été le premier dans ses établissements de la rue de Passy à fabriquer des pains de sucre avec de la betterave. L'empereur est venu le 2 janvier 1812 chez Benjamin de Lesseps. Il a été tellement heureux de ce qu'il a découvert qu'il en a décroché sa propre Légion d'honneur, l'a remis à Napoléon de Lesseps et 15 jours après l'a nommé baron d'Empire. Et 200 ans après, nous sommes les premiers producteurs mondiaux de sucre. Voilà l'histoire. C'est intéressant. Est-ce que vous le saviez, tout ce que vous en êtes là, non? Tout le monde est conquis, regardez. En revanche, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais de pénurie de sucre, si jamais c'est extrait des betteraves et des cannes à sucre. Non, on en produit en France, bien sûr, mais dans le monde, c'est la canne à sucre qui domine. Et on produit aujourd'hui près de 200 millions de tonnes de sucre dans le monde. Très bien. Un premier producteur qui est le Brésil. Alors maintenant, on connaît l'origine du sucre et son histoire. Alix, vous avez donc fondé les Belles Envies. Donc, chez vous, le sucre, c'est une matière première? Alors, justement, on a enlevé complètement le saccharose, ce fameux sucre. Alors, peut-être redites au public qui est là, les Belles Envies, votre cœur de métier. D'accord. Alors, les Belles Envies, c'est de la pâtisserie, du chocolat et des biscuits à faible index glycémique. L'index glycémique, c'est quelque chose un peu barbare. Et en fait, on en parle de plus en plus. C'est, en d'autres termes, la valeur nutritive du sucre. C'est-à-dire tout aliment qui contient des glucides, c'est-à-dire tous les aliments, à part les protéines et le fromage, ont un index glycémique. Et l'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre il arrive dans votre sang. Donc, c'est mieux de manger à un index glycémique bas pour éviter les problèmes de diabète et d'autres maladies corrélées au sucre. Il n'y a pas que le diabète, parce qu'il y a beaucoup de maladies.
À côté de ça, et puis pour éviter les coups de fatigue, parce que le sucre, ça fatigue, vous avez un index glycémique qui est très élevé. Donc c'est pour ça qu'on compare souvent et on entend beaucoup, on parle du sucre et on dit qu'on le compare à la cocaïne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez cette montée, ce pic qui est très rapide, et puis ça redescend très rapidement. Et quand vous êtes en descente, vous en voulez encore. Donc en fait, de manger un index glycémique élevé, et toutes les pâtisseries ont des index glycémiques très élevés, vous faites comme ça toute la journée. Et donc vous avez décidé chez vous de faire des pâtisseries à index glycémique bas et contrôlé. Donc on a tous les produits qui sont vendus aux Belles Envies, on fait preuve de test et certifiés en laboratoire avec un médecin. Donc on contrôle pour que toutes les personnes qui aient des maladies ou pas de maladies puissent en manger sans impact sur leur taux de sucre. Et vous proposez à l'œil nu comme ça les mêmes pâtisseries que chez vos concurrents qui font des éclairs au chocolat, des religieuses, des... C'est ça, on fait les mêmes. Alors on a de la tarte au citron, de l'éclair au choco, on a d'autres choses classiques et puis on fait aussi des créations. Le concept, c'est d'avoir enlevé tout ce qui fait monter le taux de sucre par définition. Et donc on a remplacé le saccharose par du sucre de fleur de coco. Donc le sucre de fleur de coco, ça vient de la sève du cocotier, en fait, de la fleur. Et donc on en extrait le sucre. Donc nous, ça pousse pas en France. Donc si ça poussait à Montreuil ou à Paris, ça se saurait. Et ça coûterait beaucoup moins cher, le sucre de fleur de coco, parce que ça coûte très cher, contrairement au saccharose. Saccharose, vous êtes à peu près à 1 euro. On parlait du sucre de canne ou du sucre de betterave, alors que nous, on est à 15 euros le prix du kilo. Donc c'est pas pareil parce qu'il vient du Sri Lanka. Alors il vient de tous les pays où il fait chaud, en fait. Oui. Voilà, donc ça c'est le sucre. Et ce sucre, il a un index glycémique très bas, donc très intéressant dans la pâtisserie. D'accord. Alors Florence, vous devez être très copine avec Alix en tant que nutritionniste. Elle est en train de dire qu'on peut avoir des pâtisseries. Non, touchez à rien. Des pâtisseries qui sont quand même mieux sur le plan nutritionnel quand on l'écoute. Oui, bien sûr. Mais déjà, le fait d'intégrer le sucre dans la pâtisserie baisse l'index glycémique de par la mixité de la pâtisserie. C'est mélangé aux protéines et aux lipides, ce qui fait que l'index glycémique du produit fini est beaucoup diminué. Alors effectivement, couplé à un sucre qui a aussi un index glycémique bas, là c'est encore mieux. Mais je veux dire que le fait de l'intégrer dans les pâtisseries permet de baisser largement l'index glycémique, ce qui est bien recherché en ce moment. Je crois que Stéphane veut prendre la parole. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une grosse différence entre consommer du sucre quand vous consommez une boisson sucrée, qui n'est que de l'eau et du saccharose ou d'autres molécules sucrées comme le glucose ou le fructose, à du sucre qui va être mélangé à de la matière grasse, à des protéines dont la digestion et la digestibilité ne sera pas du tout la même. Donc dans les pâtisseries, on est sur un indice glycémique qui est plus modeste que si on consommait une boisson sucrée directement. Alors, moi en tant que diététicienne, je serais plus à limiter le sucre de façon isolée, comme vient de le dire, dans les jus de fruits ou dans les coca, les sodas non light. Et par contre, le privilégier dans les pâtisseries, les collations. C'est ça, dans la notion de plaisir d'échanger. Alors, vous, par exemple, Luc, qui avez fondé, je le rappelle, la chocolaterie La Mutinerie, vous êtes aussi consultant donc, en pâtisserie saine et désucrée. Est-ce que quand on entend désucré chez vous, c'est un peu la même chose que chez Alix ? Est-ce que vous allez chercher de la fleur de coco ? C'est un peu différent. On utilise le sucre de coco. D'accord. Mais on n'enlève pas le sucre totalement. On essaye de le mettre dans un environnement plus fibreux avec des farines plus complètes. Dans une recette classique, on enlève 50 à 60% de sucre. On en laisse quasiment la moitié. On compense avec un tout petit peu de sucre de coco parce que le sucre de coco caramélise il caramélise mais il brûle très vite. Donc le sucre l'aide à caraméliser. Nous, on amorce la caramélisation avec du sucre. D'accord. Et on ne l'enlève pas totalement. Vraiment, on le met dans un univers rempli de fibres pour l'utiliser. Ok, alors Bertrand, vous devez hurler parce que vous êtes l'ambassadeur du sucre. Et là, ils sont en train de nous dire qu'on peut faire du chocolat et des pâtisseries jolies et bonnes au goût sans votre fameux sucre à vous. Oui, non, mais je partage un peu leur avis. Hein. On a un goût qui évolue. Hein. Je veux dire, globalement, aujourd'hui, on sucre moins. C'est vrai qu'on sucre moins. Nos mères ou nos grands-mères, par exemple, dans une crème pâtissière, mettaient 250 grammes de sucre par litre. Oui. Aujourd'hui, les pâtissiers en mettent moins de 100 grammes.
hein. Les recettes au CEDUS, on a une particularité, et Florence de la Prévôté le disait tout à l'heure, on publie beaucoup de recettes. Hein. La plupart des recettes que vous pouvez voir dans les magazines, elles ont origine CEDUS. Mais les recettes qui existaient il y a 20 ou 30 ans, je suis incapable de les diffuser aujourd'hui. Bien je veux sûr. dire, Alors là, je pose une il faut évoluer. Pardon. C'est effectivement, et c'est ce que disait Luc tout à l'heure, je pense qu'on peut dire moins de sucre, mais toujours du sucre. Parce que le sucre amène quand même cet énorme plaisir et il a, ça a été dit tout à l'heure, d'énormes qualités techniques, de conservateurs, d'agents de texture, d'agents de masse, de colorants que les autres sucres ou les édulcorants n'amènent pas forcément. Merci beaucoup. Là, je pose la question à Alix et à Luc. Votre clientèle, j'aime pas très bien le terme, ce sont des personnes... Alors, ceux qui sont malades, sans doute, qui ont trop de glycémie ou des choses comme ça, mais il y a aussi des personnes qui viennent chez vous par goût de produits moins sucrés ou sucrés différemment. Est-ce que vous avez une typologie un peu de clients? Alors oui, aussi étonnamment soit-il, la majorité de notre clientèle n'est pas du tout justement atteinte de maladies, comme vous le disiez. Et donc c'est vraiment une préoccupation majeure en fait, de santé publique. Pour vous donner un petit exemple, on était à l'Élysée il y a 3 semaines pour vous dire à quel point c'est un enjeu de santé publique et les gens se rendent compte vraiment que le sucre, il faut... Et comme je dis, moi, je vampirise pas du tout le sucre. Hein. Le sucre, c'est un liant, ça crée de la texture, ça crée plein d'atouts majeurs. Il faut juste le contrôler. Pour répondre à votre question, c'est tous les gens qui veulent contrôler juste leur dose de sucre au quotidien, les sportifs. Ça altère pas la performance, ils n'ont pas de coup de fatigue, par exemple. Les gens qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent, d'une majorité, et autant d'hommes que de femmes, et à tout âge. On n'arrive même pas à cibler les gens. Nous, on fait une grosse étude sur notre clientèle, où on leur fait remplir des enquêtes un peu de satisfaction pour comprendre justement leur motivation. Et c'est des gens dès 18 ans ou même plus jeunes, et même j'en ai des beaucoup plus jeunes d'ailleurs qui font même attention. Après, c'est parce que c'est la puberté, l'adolescence, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que je peux pas vous dire ça. C'est tout le monde, je pense. Stéphane ? Et puis nutritionnellement parlant, ça ne serait pas non plus très efficace de prohiber totalement le sucre et de l'enlever, hein, parce que le sucre, c'est nos apports énergétiques, c'est 45 à 50% de la ration énergétique journalière. Donc si on enlève le sucre, il faudra le remplacer par quelque chose. Et le remplacer par quoi ? Soit des lipides, donc des corps gras, soit des protéines. Alors un excès de protéines, vos reins à long terme, ils ne vont pas aimer. Et les corps gras... Arrivé un moment, on ne les élimine pas, donc on les stocke. Florence, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord avec vous. Je voudrais juste apporter une précision. C'est qu'effectivement, les apports journaliers en glucides totaux sont de 55. On était même à 60, on est à 55%. Mais il y a dont 2 tiers de glucides complexes qu'on appelle entre guillemets glucides lents, plutôt féculents pains qui n'ont pas le goût sucré, et 1 tiers de glucides rapides qui, eux, ont entre guillemets le goût sucré. Là, c'est plutôt les fruits, très peu les légumes et le sucre, bien sûr, et aussi un petit peu les laitages qui sont très peu sucrés. Et là-dedans, au sein des glucides, donc il y a les glucides totaux, 55%, 2 tiers glucides lents, 1 tiers de glucides rapides. Et les recommandations de l'OMS, on doit être à moins de 10% de la ration énergétique totale. Si on fait les calculs, une femme à 2000 calories en moyenne, devrait manger, si on est à peu près à gorge, 50 grammes de sucre, ce qui fait à peu par jour, maximum. Alors c'est quoi 50 grammes de sucre ? 5 cuillères à soupe. Si on veut faire une image, si vous prenez un train avec ses wagons, 5 cuillères à soupe. Maximum. Un glucide simple, c'est 1 ou 2 wagons. Donc un wagon, c'est le glucose ou le fructose. 2 wagons, c'est le saccharose dont on parlait tout à l'heure. Alors que si vous prenez des glucides complexes, le plus gros glucide complexe qu'on connaît d'origine végétale, c'est l'amidon. Et lui, il peut être composé jusqu'à 100 000, 500 000 wagons les uns derrière les autres. Mais en fait, la différence, c'est que tout finit par la digestion en molécules de glucose. C'est juste une histoire de temps d'absorption et on rejoint là l'index glycémique. J'aurais une question à vous poser, mais Luc... Non, c'est pour revenir à ça. C'est pour ça que nous, les farines blanches, on évite. Tout ce qui est fécule, même pour des produits sans gluten, un exemple, on remplace la farine par la fécule, c'est super mauvais. Plutôt privilégier des farines de pois chiches, des choses comme ça. D'accord. Farine meulée à la pierre, voilà. Et alors, parce qu'une farine, de façon générale, c'est 70% d'amidon, 15% de protéines, 2% de lipides, et le reste, c'est de l'eau. Si vous prenez de la fécule ou du tapioca, vous êtes à 100% d'amidon. Donc 100% de glucides,
qui certes seront plus longs à digérer, mais qui une fois qu'ils seront coupés, donneront un wagon qui est bien du glucose. Alors moi, on m'a dit, je suis allé voir quelqu'un il y a 3 mois justement, jamais de sucre à la fin du déjeuner, ou alors 2h30 après, et jamais après 17h30. De sucre, Oui. de sucre, quand vous dites sucre, c'est du dessert. sucre saccharose. D'un dessert. On m'a dit, par exemple, le chocolat avec un café, c'est atroce, c'est comme si je mangeais une pièce montée, quoi, en gros. Non, vaut mieux prendre les desserts sucrés. Moi, je trouve qu'il ne faut pas compliquer la vie des gens avec des recommandations Mais c'est impossible, qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être. Une pâtisserie, de toute façon, comme le disait tout à l'heure, c'est mixte, il y a protéines, lipides, glucides. Oui. Donc qu'elle soit prise isolée ou au sein d'un repas, c'est pareil. C'est plutôt une bonne chose qu'elle soit mélangée avec le repas, puisque ça baisse l'indice de glycémie. Au lieu que la courbe postprandiale monte en flèche, la surface de la courbe sera la même, mais beaucoup plus étalée dans le temps. Absolument. Donc on aura faim moins vite et tout. Vous êtes en phase, Alix? En fait, moi, étant diabétique, oui. de cause à effet, c'est exactement ce qui se passe. Moi, quand j'ai un repas équilibré, que je le mange à la fin du repas, ça prend, c'est ce qu'on parlait de mélange tout à l'heure, en fait, c'est un sucre isolé, vous avez forcément un pic de glycémie. Donc, je ne sais pas quel conseil on vous a donné, mais ce qui fait que quand vous mangez et que vous mangez 2h30 après, vous avez une autre sécrétion d'insuline. Donc, autant manger tout mélangé au repas. Et le fait d'avoir des protéines mélangées à des lipides et à des glucides, quand vous mélangez, vous avez un mélange homogène, et le résultat, il fait que vous avez un index glycémique sur sa totalité qui est inférieure. Très bien. Est-ce que vous... Oui, vous voulez... Oui, on peut peut-être préciser, pour synthétiser un petit peu ça, c'est que c'est les consommations en excès qui posent problème. Je veux dire ça. Et aujourd'hui, la consommation de sucre, elle n'a pas bougé depuis 50 ans. On consomme 50 grammes de sucre saccharose par jour et par habitant en France. C'est une consommation qui ne bouge pas. Effectivement. Donc c'est une moyenne. Il y a forcément des gens qui sont au-dessus. Oui, bien sûr. Et c'est les comportements qui posent problème. Mais le sucre, c'est une source de plaisir et ça fait partie de la diversification alimentaire. Et quand on dit 50 grammes par jour, c'est-à-dire que c'est aussi sans s'en apercevoir, on est d'accord. C'est un peu si je bois une gorgée de soda, il y a du sucre. Je veux dire, le sucre, il est essentiellement consommé dans les produits de l'agroalimentaire. Effectivement, puisque le sucre de bouche qu'on achète dans ce supermarché pour faire des gâteaux, mettre dans les yaourts, aujourd'hui, dans son café, on n'en utilise plus que 10 à 15%. Regardez le rayon de yaourt, un exemple, il y a 40 ans, il faisait 3 mètres. Aujourd'hui, il faut des pâtes à roulettes pour faire le tour des 2 rayons. Le sucre, il est déjà naturellement, il est déjà inclus dans le produit alimentaire. Mais c'est exactement le même saccharose qu'on va ingérer. Oui, alors il faut faire attention, dans l'industrie agroalimentaire, effectivement, le saccharose, mais il y a quand même des molécules qui ont un pouvoir sucrant, comme le glucose et le fructose, dans les fruits, tout simplement. Voilà. Quand on fait un jus de fruits, le sucre, il n'a pas été ajouté, c'est pas autorisé, il provient bien du fruit à la base, donc il faut être un peu vigilant. Des questions assez simples, mais qui nous concernent un peu tous. Dans quoi trouve-t-on le plus de sucre ? Dans le saccharose, c'est 100%. Oui. Dans le sucre blanc. Dans quels aliments? C'est ma déformation. Quels aliments? Je suis désolé d'avoir posé une question aussi stupide, mais sans s'en rendre compte, c'est ça que je voulais dire. Je vais donner 2 exemples. Les bonbons. Les bonbons, c'est déjà quasiment pur sucre. Je veux dire, un bonbon acidulé, c'est 100% de sucre. Un autre exemple, les confitures. Les confitures entre le sucre qui est déjà naturellement présent dans les fruits et le saccharose qu'on ajoute, c'est environ 50 à 60% de sucre. Voilà 2 exemples qui vous dit un petit peu les quantités de sucre qu'on peut avoir. Dans le chocolat, on est effectivement, selon les chocolats, entre 30 et 50% de sucre. Voilà à peu près la moyenne. Voilà quelques exemples chiffrés et précis. Donc vous avez vu les bonbons? Arrêtons tout de suite les bonbons. Je voulais vous poser une question. Vous dites que depuis les 50 dernières années, il n'y a pas eu une augmentation du sucre, que les Français n'ont pas une consommation de sucre excessive qui dépasse 50 grammes. Alors comment vous pouvez expliquer qu'il y ait autant de maladies ou de diabète et qu'il y ait une augmentation depuis pas mal d'années et ça va ne faire que continuer? Donc j'ai juste un petit doute, mais c'est juste une question, mais voilà, j'attends.
Je vais essayer d'y répondre et je vais tout de suite dire, c'est pas le sucre qui donne le diabète, c'est ça c'est la problématique. Et ma voisine le dira et le répétera beaucoup mieux que moi. C'est essentiellement des problèmes d'obésité. Et là encore, l'obésité, c'est un problème multifactoriel et le sucre n'est pas le seul responsable de l'obésité. Arrêtons de diaboliser et de stigmatiser un seul produit. Effectivement, quand on est diabétique, effectivement, il faut réguler son taux de glucose. Et là, je redis, ce n'est pas le taux de sucre dans le sang, mais c'est le taux de glucose dans le sang, puisque tous les aliments se transforment en glucose, tous les sucres se transforment en glucose arrivés dans le sang, mais c'est pas le diabète augmente, je le déplore, on en est tout à fait conscient, mais ce n'est pas le sucre qui donne le diabète. Donc voilà. Ouais. Et il faut savoir qu'en pâtisserie, on apprend à travailler... quasiment toutes les recettes d'apprentissage sont à base de glucose. C'est même pas du saccharose ou du sucre, c'est du glucose, parce que c'est un anticristallisant. Et tout le monde l'utilise dès 14 ans sans savoir ce que c'est, quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il y a le côté nutritionnel des choses et puis il y a le côté du technologue, celui qui va travailler. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec du glucose pour son pouvoir cristallisant qu'avec du saccharose. Hein, le glucose, ça retarde la cristallisation, donc c'est beaucoup plus facile pour la mise en œuvre. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Tous les diabétiques ne sont pas forcément obèses. Il faut faire attention. Et on se rend bien compte que dans l'alimentation de ces dernières années, il y a aussi la part de, alors non pas de sucre, mais de glucides cachés qu'on va retrouver dans beaucoup de plats préparés, de choses comme ça, ouais. Parce que les propriétés technologiques des sucres sont extrêmement importantes. Et cette fraction-là, quand vous achetez un plat tout préparé, nécessairement, vous ne la voyez pas souvent si vous ne regardez pas l'étiquette, et on retrouve ce type de produit quand même en grande quantité. Donc la part de personnes qui ont des problèmes liés au sucre, qu'elles soient diabétiques ou prédiabétiques, même si le diabète de type 2 est quand même en très forte augmentation dans la population française, elle est liée aussi à des problèmes de malnutrition ou des problèmes de malbouffe. Voilà, la part de molécules... De sédentarité aussi, c'est aussi ça qui crée, mais je pense que le sucre est quand même, ou tous les sucres cachés sont quand même... moi, je reviendrai juste sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, juste pour demander aux gens, parce qu'on disait qu'on préconise de manger 50 grammes... à peu près, le calcul de glucides. Mais est-ce que quelqu'un dans cette salle... 50 grammes de sucre, produits sucrés. De produits sucrés, excusez-moi. Ouais. De sucre ajouté. Mais ce que je voulais dire, est-ce que vous savez, parce que je suis sûre que je mets mes deux mains, mes deux pieds à couper, que les gens ne savent pas ce que ça représente, 50 grammes. Mais non, c'est pour de ça que tout à l'heure, j'arrive pas à m'en rendre compte. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est que 50 grammes, par exemple, de glucides. Je vous donne un exemple tout simple. Vous mangez le matin du granola, un peu de granola, la portion de 30 grammes qu'on préconise, un verre de lait, un verre de jus. Vous savez à combien de grammes vous êtes déjà de sucre là-dedans? Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est juste le matin au petit déjeuner. Mais une portion, ce qui est préconisé, la portion sans en prendre trop. Oui. Là, vous êtes presque à 30 grammes. Oui, donc ça vient même, vite. 30 grammes. Et donc, vous avez tout le restant de votre journée. Donc je pense que quand même, je ne veux pas me permettre... Les 50 grammes, c'est pas le sucre du lait, ni le sucre de jus d'orange, ni le sucre du... Oui, mais ça fait partie des sucres quand même, et ça fait quand même... Non, ça même fait partie des glucides totaux. Non, ça fait partie des glucides totaux. Non. Je savais qu'il y aurait des débats sur cette thématique. Non, parce qu'il y a une définition, il y a des définitions très précises, et on va peut-être les redonner. Il y a les glucides, on en a parlé tout à l'heure. À l'intérieur des glucides, il y a les sucres. Quand on dit le sucre, il y en a un seul, c'est le saccharose qui est issu de la betterave et de la canne. Par contre, il y a d'autres sucres avec un S qui sont le glucose, le fructose et le lactose. Voilà les trois. Et vous, quand vous parlez tous les deux de 50 grammes, c'est que le saccharose. Et galactose. Voilà. Mais comment l'apport journalier des 50 grammes chez vous, vous tenez que le saccharose. Non, l'apport de 50 grammes préconisé par l'OMS, c'est 10%. Ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 10% de vos calories par des sucres libres. Donc 10%, si on met 2000 calories pour une femme en moyenne, ça fait 50 grammes. Et les sucres libres, ce sont les sucres ajoutés plus les jus de fruits. Ça, c'est la définition de l'OMS. Je ne peux pas aller contre. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Voilà. C'est les sucres. Voilà. Et il y a une autre définition qui est donnée par l'ANSES, l'Association nationale sur la santé, qui est 100 grammes de sucre totaux qui soient naturellement présents
dans les fruits et dans différents hors lactose. Hein. Et sur ces 100 grammes, l'ANSES dit aujourd'hui, on en consomme en France 80 grammes. Donc on est à peu près dans les clous. Et sur les 10% dont je vous parlais de l'OMS, on est à 9,5%. En moyenne, on est ça. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des consommations en excès, mais sur les moyennes, on est en France en consommation de sucre ajouté à peu près dans les clous de ce que dit l'OMS et de ce que dit l'ANSES. Stéphane, oui, on est revenu à des valeurs de cible comme ça, mais il y a une dizaine d'années, on était quand même légèrement au-dessus. Donc là, on revient sur une courbe descendante et c'est tant mieux. Il faut quand même qu'on reste vigilant. On a encore une part d'enfants qui sont très, très, très addictifs au sucre. Oui, j'ai bien dit que c'était une moyenne. Hein. Et l'éducation des parents, elle est extrêmement importante. Voilà. Hein, et j'ai dit que c'était une question de comportement et sûrement d'éducation, beaucoup plus que de taxation, d'imposition et de normalisation. Et c'est sûr que l'éducation parentale, l'éducation qui pourrait se faire à l'école, l'éducation sur le goût a certainement une importance énorme pour arriver à maîtriser ses consommations de tous les produits confondus. Alors Luc, le sucre dans le chocolat, on va dire, puisque hier j'avais un intervenant qui m'a dit si vous prenez 10 personnes, il y en a 9 qui aiment le chocolat et la 10e qui ne l'aime pas ment. Donc il part du principe que tout le monde aimait le chocolat. Vous, c'est vraiment, moi quand je mange des tablettes de chocolat plus amères, donc moins sucrées, c'est pas toujours très agréable. Comment vous arrivez, enfin, dans l'idée qu'on en a, hein, comment vous, en étant chocolatier, vous arrivez par exemple à convaincre les enfants que votre chocolat est bon? Bon au goût, je parle. Hein. Déjà, je pense que c'est les parents qui éduquent les enfants à goûter le chocolat noir, le bon chocolat noir. Nous, vraiment, on vend quasiment aucune tablette blanche. D'accord. C'est la plus mauvaise vente. Je sais. Le chocolat blanc est très riche en sucre. Hein. Ouais, bah voilà. ça se sent. Mais c'est notre plus mauvaise vente et je pense que parce que les enfants vont peut-être dans les supermarchés l'acheter. Mais est-ce que ça existe encore, le chocolat blanc? Bien sûr. Moi, quand j'étais enfant, il y avait ce fameux dauphin là, le Galac. Galac. Mais j'ai l'impression que quand on va dans des grandes surfaces, il n'y a même plus de dauphin, si? Si, il y est toujours. Ah bon? Ah, oui. Alors c'est chocolat noir, très... Plus de pourcentage. Nous, après, on fait pas de 100%. Parce que beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment le 100%, j'ai du mal à... Ouais, non. Nous, on a une pure pâte de cacao dans laquelle on met un tout petit pourcentage de sucre et une autre avec du sucre de coco. On met 15%. D'accord. Et ça donne un petit goût, ce petit goût sucré et ça permet aussi d'apprécier le goût du chocolat en même temps. 100%, j'ai plus de mal à comprendre. Et le chocolat au lait, c'est... Le chocolat au lait, c'est un chocolat avec de la poudre de lait ajoutée, un peu plus de sucre. Ouais, mais par contre, il y en a beaucoup qui adorent ça. Oui. Ouais. C'est presque meilleur, moi, je trouve. Ça dépend quel chocolat lait. Et qu'est-ce que vous nous conseillez alors pour garder cette notion dans la pâtisserie, le chocolat et sous le sceau de Florence, nutritionniste? On a bien compris la notion de plaisir, donc il vaut mieux prendre une pâtisserie. Mais il y a quand même des enfants ou des parents qui sont moins à cheval, on va dire, qui laissent leurs enfants avec des gâteaux pour les goûter à l'école, etc. Comment on peut trouver un juste milieu pour que ça se passe bien quand même? Parce qu'on entend quand même partout parler du problème du sucre. Avec la confusion que même autour de ces tables on a entre ce qui est bien, pas bien. Le gâteau de la grande distribution, il ne doit pas être systématique, ouais. Il doit être occasionnel. Autant remplacer le gâteau de la grande distribution par un fruit. Oui. Hein, et privilégier le côté plaisir avec ce que font nos collègues artisans en prenant une pâtisserie. Voilà. Maintenant, ponctuellement, l'industrie n'a pas pour vocation de nous empoisonner non plus. Non, mais je dis pas ça, attention, oulala. Donc, de façon ponctuelle, on peut toujours les utiliser. Mais c'est vrai que la diversification, elle s'entend aussi sur tous les types de produits. Florence, est-ce qu'un fruit, alors c'est mieux qu'un BN? Oui. Ce qui serait encore mieux, c'est un fruit avec un yaourt pour toujours diminuer l'index glycémique du fruit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de diminuer l'index glycémique pour essayer de diminuer les pics d'insuline qui contribuent à la prise de poids. Avec l'insuline, c'est comme ça qu'on fait du tissu adipeux, du corps gras. Et pour revenir au goûter, ce qui est pas mal aussi, dans la mesure du possible, c'est au lieu du pain au chocolat, c'est du pain et du chocolat. Quand je vous parle, quand j'étais jeune, c'est un peu le goûter qu'on avait. On avait du pain et une barre de chocolat.
Oui, quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le fait maison, justement. On a parlé des artisans, on a parlé pâtisserie, on a parlé de l'industrie. J'ai arrivé au fait maison. Voilà, je précède peut-être, mais le fait maison, je crois qu'il n'y a pas mieux. Parce qu'effectivement, ça permet de limiter les ingrédients, on les connaît et on maîtrise la quantité. Et en plus, en faisant du fait maison, de la pâtisserie, avec les enfants, il y a tout le côté éducation, il y a tout le côté comportemental, et on a le plaisir de le déguster ensemble. Oui, mais donc quand vous dites, Bertrand, on connaît... quand on fait du fait maison, on connaît les ingrédients et la quantité. On suit quand même des recettes. Et moi, le premier, et vous, chez vous, en essayant de diminuer parfois par 2 la quantité, on se rend compte que c'est aussi bon. Donc, il y a aussi, en faisant des recettes, on est parfois hyper sucré, hyper trop de beurre, hyper trop tout. Hein. Oui, mais le fait maison, ça permet d'adapter à son goût. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même oser changer. C'est ça que je veux dire. Quand je dis que c'est les ingrédients, c'est que globalement, dans une recette que vous allez faire à la maison, il y a quand même une liste d'ingrédients qui est beaucoup plus courte de tout ce que vous pouvez retrouver dans du packaging agroalimentaire, parce que ce qu'on demande à l'agroalimentaire, c'est qu'il puisse être conservé, qu'il ait des goûts, il y a des choses et autres. Aujourd'hui, vous allez me dire pourquoi aujourd'hui on retrouve du sucre dans des carottes râpées. Eh bien effectivement, il y a du sucre dans des carottes râpées parce que ça permet de les conserver 3 ou 4 jours. Si effectivement on avait des carottes râpées qui se conservaient quelques heures, ben, on ne mettrait pas forcément de sucre. Oui. Florence, certes, il y a du sucre dans les carottes râpées, la quantité est quand même très faible. Pas toutes. Celles qui sont au citron ne contiennent pas de sucre parce que le citron. Mais la quantité est faible. Est faible. C'est moins de 1%, bien sûr. Et quelle est, par exemple, puisque sucre, c'est quand même, et ça nous intéresse, pâtisserie, quelle est la pâtisserie, selon vous tous, la plus raisonnable? Ah, mais me regardez pas comme ça. Celle qui... Ça, c'est un piège, ça. Moi, je serais assez tentée par le clafoutis. Mais après, tout dépend comment il est fait. Un clafoutis peut être fait avec... Non, mais... Bon, il y a autant de chefs pâtissiers qu'il existe de recettes. Hein. Donc, vous êtes... c'est une question un petit peu... On peut avoir un Paris-Brest très sucré, comme ça dépend la dose. Il n'y a pas vraiment de... Ce qui est bien, ce qui est intéressant, et ce qu'on disait, c'est l'apport des lipides. Les lipides sont importants aussi, contrairement à ce qu'on pense. On a fait pendant des années la chasse aux lipides, avec les régimes light, etc. Et en fait, les lipides, quand vous mélangez des glucides avec les lipides, ça baisse l'index glycémique. Quand vous prenez un yaourt light, par exemple, vous avez l'impression que il est light, déjà vous en mangez 2 parce que vous n'êtes pas rassasié. Vous n'êtes pas rassasié parce que vous n'avez pas de lipides. Non, mais c'est vrai. Vous mangez un yaourt Sveltes pour aller les citer. Vaut mieux que vous mangez un lait laitière. Un vrai lait laitière, il y a un petit peu plus de lipides, mais au moins, et vous avez moins de glucides en plus, et vous avez de l'index glycémique qui est moindre grâce aux lipides. J'ai pas répondu à la question. Après, c'est pareil, tout dépend des lipides. Parce que moi, je sais que j'enlève une partie du beurre, je mets de l'huile de pépin de raisin, d'autres huiles. Même, je diminue un peu aussi la matière grasse. Hein, je vous promets, c'est la première table ronde où il y a autant de choses par invité très différentes. C'est incroyable. C'est difficile de dissocier le sucre de tous les autres macro-constituants j'ai l'impression dans l'aliment. Bien sûr. Moi, je disais juste ça, et on a tous des avis différents, mais je pense que le saccharose, ça n'est juste mon point de vue de diabétique depuis 17 ans, qui vit avec ça et qui se pique 6 fois par jour et qui sait quand elle mange du saccharose ce que ça fait. Le fameux saccharose, sucre de canne, comme on disait, ou le sucre de betterave. Et c'est un sucre qui, nutritionnellement, vous apporte rien. Il apporte de la texture, il apporte du liant, il est très important dans la pâtisserie, mais je suis désolée de le dire et je serais peut-être contre vous, et je l'assume jusqu'au bout. Vraiment, nutritionnellement, c'est un sucre qui est dépourvu et qui est vide. Il vous apporte ni protéines, il vous apporte les calories vides. Oui. C'est les calories vides. Vous pouvez pas me dire, le fructose, le sucre du fruit par exemple, il vous apporte quand vous mangez un fruit. Vous avez plein de choses, vous avez des vitamines, vous avez dans un fruit, c'est bon. Mais quand vous mangez dépourvu, vous pouvez monter et descendre, tout me dire. Ouais. Par contre, il y a d'autres sucres. Il ne faut pas vampiriser le sucre, mais il existe des tonnes de familles de sucre. Autrement dit, le saccharose, on peut dire ce qu'on veut, je ne pense pas que ça vous apporte quelque chose. Voilà, on ne peut pas vous laisser dire ça. Dans votre cas, effectivement, le saccharose, c'est un problème parce que vous avez un souci avec une protéine qui n'est pas synthétisée correctement, qui est l'insuline. Mais le saccharose en soi, c'est une source de glucose, et le glucose, c'est l'énergie au quotidien. La glycolyse, c'est la base du métabolisme. Voilà. Le glucose, c'est 4 kilocalories par gramme, et ça, c'est nécessaire. Maintenant, l'excès de saccharose, oui, ça, il faut faire attention. Mais c'est comme l'excès de fructose. De la même façon. Après, pour simplifier, je parlerai d'excès de glucides, puisqu'ils finissent tous en molécules de glucose. Simple alors, glucides simples.
ils finissent tous en molécules de glucose. Et moi, mon idée, c'est de, quand on mange du saccharose, de le mélanger. Et la pâtisserie, c'est l'idéal pour ça, pour baisser l'index glycémique. Ça Bon, serait... je vois bien que, de toute façon, j'arriverai pas à vous mettre d'accord. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Ah, je savais qu'on aurait une question. Je peux vous emprunter votre... Moi, je voudrais inviter les gens à regarder le film Sugarland qui passe actuellement en France. Et donc, je rejoins complètement ce que dit la demoiselle Alix sur les méfaits du saccharose. C'est-à-dire que c'est un film qui n'apporte strictement rien. Ouais, vous êtes partie prenante à fond là. Hein. Et moi, je suis à fond d'accord avec elle. Bon, je crois que vous n'arriverez pas à convaincre mes 4 autres invités. Est-ce qu'il y a une autre... Oui. Je voudrais juste une petite précision, c'est pas que ça n'apporte rien, c'est que ça ne véhicule pas de vitamines ou de minéraux, à la différence peut-être d'un fruit, mais ça apporte de l'énergie qui est indispensable, et également tout ce qu'on a vu, le côté plaisir, le côté texture, etc. Et puis surtout, on ne le consomme jamais seul. Hein. On voit rarement les gens manger le sucre à pleine cuillère. Donc il est toujours mélangé avec d'autres produits où il y aura des vitamines, où il y aura des tas de nutriments. Le sucre seul à la cuillère, ça ne se consomme pas. C'est la guerre. Oui, mais on le met dans les cornichons, on le met dans le ketchup, vous le disiez dans les carottes. Enfin, vous avez réussi à vous mettre dans tout. Quoi. Oui, mais le sucre mis dans les produits salés, d'abord, c'est très rarement du saccharose, c'est beaucoup plus du glucose et du fructose qui est fait par d'autres industriels de l'agroalimentaire, mais pas par l'industrie sucrière. Et puis, deuxièmement, l'ensemble des quantités de sucre mis dans les produits salés, c'est moins de 5%. Globalement, on met 95% de sucre dans les produits sucrés et un maximum de 5%. Et à chaque fois qu'on en met, c'est de l'ordre, et vous l'avez dit tout à l'heure, madame, c'est de l'ordre de pourcent. Non, mais pour moi, on ne peut pas enlever le sucre à 100%. Moi, je voudrais juste pas faire peur à la Oui, population le quand fructose, ils voient dans si le vous ketchup utilisez... ou le cornichon ou les carottes râpées écrit sucre. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler là-dessus. Oui, on est que c'est d'accord. présent, certes, mais en quantité Moins de 5% pour l'ensemble. toute petite. Donc, moi, personnellement, quand je calcule une ration, je ne calcule pas les sucres de la carotte, enfin, ou du cornichon ou du ketchup. De tout ce qui est, On a enlevé le sucre Évidemment, dans tous les... si vous mangez le ketchup en entier, peut-être ça aura une incidence, mais... On a enlevé le sucre dans tous les Je pense que chewing-gums. dans ce cas-là, il y a un autre problème de comportement nutritionnel. On a enlevé le saccharose dans tous les chewing-gums pour le remplacer par des molécules qui ont un côté sucrant, qui sont les édulcorants. Les édulcorants, le xylitol, le maltitol, les choses comme ça. Alors certes, c'est un goût sucré, mais nutritionnellement, c'est zéro. À haute consommation, ça a un caractère désagréable. Hein. Vous avez des flatulences, des choses comme ça. Donc c'est pas mieux. Et il y a des calories quand même. Il y a marqué sans sucre, mais ça ne veut pas dire 0 calories, puisque le sucre, c'est à peu près 4 kilocalories au gramme, mais sorbitol et maltitol, c'est de l'ordre de 2,5 kilocalories au gramme. Donc c'est pas 0 kilocalories. Luc ? Non, mais tout simplement, vous dites le fructose, je suis d'accord, mais moi pendant 2 ans, j'ai essayé de faire une pâte sablée au fructose. Elle va remouiller en 2 heures. En 2 heures, votre pâte, ça va être de la flotte. Le maltitol, pareil, vous faites une pâte au maltitol, elle va pas caraméliser. Je suis désolé de dire ça, mais vous la faites au sucre de coco, elle va remouiller. Il n'y a rien qui remplace le sucre. Rien. Alors, je vais prendre une autre question, mais il faut que ce soit une question gentille. Allez-y. Que pensez-vous des sucres complets ou rapadura dont on parlait ce matin, par exemple, par rapport à la santé et à la nutrition ? Alors les rapadura, c'est pas vraiment des sucres, hein, c'est des produits issus de la canne à sucre qui n'ont pas eu de cristallisation. Il y a quelques minéraux, quelques nutriments, c'est vrai, mais pour qu'il y ait un réel intérêt nutritionnel, il faudra en manger 4 ou 5 kilos par jour. Donc c'est quand même relativement limité. Alors je ne dis pas que c'est pas... Par contre, il y a une question de goût, une question de couleur, effectivement, qui peut être, intéressant. Mais aussi certaines épices ou certaines saveurs. C'est un peu à goût d'épices, ça apporte un goût sucré. Donc ça a un intérêt, mais au niveau des nutriments, ça a un apport nutritionnel limité. Gentille la question aussi. Hein. Oui, donc tout à l'heure, justement, vous parliez des édulcorants, notamment dans les chewing-gums. Et quelle est votre position? Parce que ces dernières années, on a vraiment fait une chasse au sucre au sens saccharose. Et on a de plus en plus poussé les parents à donner à leurs enfants des sodas, notamment avec édulcorants, des chewing-gums sans sucre. Mais le problème derrière, c'est que comme il y a l'association de sucre, il y a justement une libération d'insuline, mais que derrière, il n'y a pas de sucre qui est apporté. Pour les premiers édulcorants, il y avait une libération d'insuline. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas sur les édulcorants récents.
Et voilà ma question. Alors. En fait, quand vous ingérez des édulcorants comme par exemple Coca Zéro, ce qui se passe, c'est que vous avez des capteurs, des enzymes dans la bouche, donc qui libèrent le message, le message il est envoyé à votre cerveau, sucré, 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 donc ça libère de l'insuline naturellement, voilà. Sauf que vous n'avez pas, il est dépourvu nutritionnellement, vu que c'est de l'aspartame, pour la plupart aspartame, saccharine et les édulcorants de synthèse, qu'on met dans justement les boissons light. Et donc là, vous libérez de l'insuline et donc vous envoyez un faux message. Votre cerveau envoie un faux message. Donc oui, c'est pas forcément mieux parce que vous avez cette fringale après, parce que vous avez sécrété de l'insuline, alors que vous avez rien, vous avez un sucre qui est vide. Et pour la famille des polyols, ce qu'on appelle les maltitol, sorbitol, etc., c'est des sucres, pour le maltitol par exemple, issus du malt. Ouais, c'est des édulcorants. Alors, c'est pas un sucre exactement, c'est un édulcorant. La différence entre un édulcorant et un sucre, c'est que l'édulcorant, il a le goût, mais il n'a pas les propriétés, et le sucre, il a le goût et la propriété. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. L'édulcorant, donc il y a des édulcorants naturels. Vous me dites si je me trompe. Non. Donc naturel, c'est le polyol. Donc c'est par exemple le maltitol, c'est un édulcorant naturel, c'est issu du malt, d'accord, et des céréales. Après, comme on dit. Comme Allez, on dit. vous ne faites pas des amis autour de cette table. Je sais. Maltitol, alors maintenant, le maltitol, on le trouve de manière chimique. On le trouve de manière chimique, après je vous laisserai, vous me direz. On le trouve de manière chimique, mais pourquoi ça crée des désordres intestinaux, en fait? Parce que vous avez c'est très fermenté, et vous avez énormément de fibres, donc vous ne le digérez pas de la même manière. C'est comme quand vous mangez, par exemple, des artichauts, c'est comme quand vous mangez des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le tolèrent mieux que d'autres, mais c'est pas chimique. Alors oui, on en trouve de manière chimique maintenant sur des œufs, etc. Parce que oui, ça se fait de manière industrielle, mais normalement... Je voudrais avoir aussi l'avis de Florence, parce que je pense qu'elle ne partage pas tout à fait le même que le vôtre. Je ne partage pas tout à fait cet avis. Moi, j'ai travaillé pas mal dans les services de diabétologie. Et je peux juste faire court que seuls les glucides qui font monter la glycémie font sécréter l'insuline. S'il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Il ne faut pas confondre. Si vous prenez un soda light, nutritionnellement, quand vous le consommez, c'est comme si vous consommiez de l'eau, donc il ne peut pas y avoir de sécrétion d'insuline. Par contre, si vous avez faim par la suite, c'est tout à fait possible, parce que c'est comme si vous n'avez rien mangé. Au bout d'un moment, vous finissez peut-être par avoir faim. Mais en tout cas, pour moi, tout ce qui est substitut de sucre, donc faux sucre, aspartame, même les polyols, ça ne stimule pas de sécrétion d'insuline. Et aspartame qui appartient à la famille des protéines, c'est un peptide l'aspartame. Oui, l'aspartame est un protéine, donc je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a que les glucides qui font stimuler la sécrétion d'insuline. Alors avant de nous quitter, est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, je peux avoir un micro, merci. Ah, c'est bon. Merci. Oui, moi ma question c'était par rapport au sirop de glucose, à l'isoglucose et au sirop de glucose fructose. Enfin, on entend souvent tous ces noms. Et j'aimerais savoir s'il y a une différence et s'ils sont mauvais pour la santé, parce qu'on dit que c'est des sucres transformés, c'est pas les sucres naturellement trouvés. La différence entre le sirop de glucose... Je vais répondre à cette question, et on est toujours dans les définitions que j'ai démarrées tout à l'heure, mais c'est assez complexe, c'est pas simple. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le sucre et les sucres. Le seul sucre, c'est le saccharose, et il y a les sucres. Les sucres, ce sont les glucoses, les fructoses, mais aussi les sirops de glucose-fructose. C'est des sucres qui sont essentiellement issus de l'amidonnerie, donc qui sont extraits à partir du blé et du maïs dans l'ensemble. Et les sirops de glucose-fructose, c'est un mélange glucose et fructose. Et quand on parle de sirop de fructose seul, c'est qu'effectivement, il y a plus de 50% de fructose à l'intérieur. Précision mais notre spécialiste du CNAM en dira peut-être beaucoup plus que moi. Quand vous consommez du miel, l'abeille, en fait, elle a coupé le saccharose en 2 molécules, le glucose et le fructose. Le miel, c'est un mélange de glucose et de fructose totalement naturel. Ça répond à votre question, jeune homme? Oui, tout à fait, merci. Je vous remercie tous les 5 d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez appris des choses. Vous voyez que c'est un débat riche, je dirais presque épicé. C'était le premier débat un peu houleux depuis le début hier. Merci à vous et merci de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui.